bonsoir à toutes et à tous. Er is wel geen vertaling vanavond, maar als jullie vragen hebben, aarzel niet om naar mij te komen tijdens de pauze of na de presentatie. Ik kan wel alle vragen, misschien niet alle vragen, maar wel een paar vragen beantwoorden. Donc, merci encore à tous d'être si nombreux aujourd'hui. Alors, on va directement commencer avec la première partie qui va toucher à l'autonomie communale et la bonne gouvernance. L'idée va vraiment d'être de vous expliquer un petit peu l'objectif et le fonctionnement de la commune, de comment fonctionne le collège, le conseil, mais également votre rôle et vos devoirs en tant qu'élus communaux, en tant que mandataires communaux. Mais avant ça, il nous semblait important de reprendre un petit peu de recul et de repartir un petit peu sur des grands concepts juridiques qui vont aussi vous aider et vous guider dans l'exercice de votre mandat. Donc le premier concept, c'est l'état de droit. En fait, l'état de droit, c'est un régime politique qui fait en sorte que toute personne, tout le monde, doit respecter les lois qui sont prises. Quand je dis tout le monde, ça veut aussi bien dire les autorités publiques que les particuliers, mais également les personnes morales. Donc ça, c'est un pan très important de la démocratie. Ça va permettre notamment aussi de respecter les droits humains. Et donc, c'est quelque chose qui nous semblait important de rappeler. Alors, l'état de droit est donc quelque chose qui va être utilisé pour éviter toutes les ingérences de l'État. Et c'est quelque chose qui est basé sur différents piliers qu'on a repris ici sur le slide. Donc, le premier pilier, c'est évidemment ce que je viens de dire, le respect des règles adoptées. Donc, tout le monde doit les respecter. Le deuxième pilier, ce sera l'égalité des citoyens et des citoyennes. L'idée est qu'on doit traiter tout le monde de la même manière, sans stéréotypes, sans préjugés. Tout le monde doit être traité exactement de la même manière. C'est les mêmes règles qui s'appliquent à tous. Ensuite, on a le principe de l'égalité. C'est le principe selon lequel il n'y a pas de sanction sans loi. Alors les juristes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, vous diront qu'en latin, c'est nulla poena sine lege. Mais concrètement, en fait, ce que ça veut dire que si jamais la sanction n'est pas prévue par la loi, un comportement ne peut pas être sanctionné. Donc s'il n'y a rien qui est prévu, le comportement, il n'y aura pas de sanction. On ne pourra pas tout d'un coup interdire comme ça sur un compte tête un comportement qu'on estime tout d'un coup sanctionnable. Alors le principe suivant, c'est les élections libres. Ça, vous avez pu en être des participants en octobre dernier, et encore toutes mes félicitations pour cela et d'être présent également aujourd'hui. Et ensuite, on a encore la séparation des pouvoirs. Ça, c'est encore un grand principe en droit belge qui prévoit qu'en fait, il y a 3 pouvoirs qui sont complètement indépendants et séparés et qui distinguent le pouvoir législatif, qui est donc le pouvoir qui va créer la loi, le pouvoir exécutif, c'est celui qui va venir exécuter la loi, et le pouvoir judiciaire qui va du coup vérifier que la loi est bien appliquée. Donc ça, c'est quelque chose, à nouveau, éviter toutes les ingérences, éviter finalement en fait d'avoir tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne. Et le dernier principe sur lequel l'état de droit se fonde, finalement, c'est la hiérarchie des normes. Alors ça, c'est un grand principe que du coup, je vais me permettre de développer un tout petit peu. Donc déjà, peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par normes ? En fait, les normes, c'est finalement toutes les règles juridiques, que ce soit des lois, des décrets, des ordonnances, finalement, c'est tous les textes légaux. Donc on va reprendre tous ces textes juridiques dans le terme norme, et c'est pour ça qu'on appelle ça la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes est une théorie d'un juriste qui s'appelle Hans Kelsen, si jamais, et en fait qui permet de mieux comprendre comment finalement tous les textes légaux vont interagir entre eux dans un État comme l'État belge. Donc l'idée est vraiment de savoir lequel est-ce que je dois appliquer, à quoi est-ce que je dois faire attention. Et donc c'est comme ça qu'il va un jour décider de classer les différentes normes de droit dans une pyramide en disant que la règle, c'est qu'une norme de rang inférieur doit toujours respecter les normes de rang supérieur. Donc, quand on parle de normes inférieures, on parle des normes plus bas dans la pyramide que vous voyez ici, et les normes supérieures, celles qui sont au-dessus. Donc, on va les analyser rapidement. Donc, tout au-dessus, on a le droit européen, donc, qui est le droit qui s'applique à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ensuite, on a la Constitution belge, qui est du coup le texte un petit peu fondateur de l'État belge et qui explique
vraiment le fonctionnement de l'État, aussi une partie des répartitions des compétences entre les différents, entre le fédéral, la région, les communautés, etc. On a ensuite, alors il y a un petit souci là, mais c'est pas grave. Après, nous avons les lois spéciales qui sont au-dessus, qui en fait sont des lois qui doivent être adoptées à une majorité renforcée. Donc ça veut dire que pour ces lois-là, il faut 2/3 des personnes qui acceptent de voter la loi pour qu'elle passe. Et ça, c'est des lois qui sont un petit peu particulières parce qu'elles viennent compléter la Constitution, et c'est pour ça qu'on estime qu'il faut une majorité un peu plus forte pour qu'elle soit adoptée. Ensuite, on a les lois ordinaires, qui sont en fait les lois de l'État fédéral, les décrets des régions et des communautés, et également les ordonnances. S'il y a une chose que vous devez retenir ici aussi, c'est que quand on vous parle d'ordonnance, c'est d'office sur le territoire bruxellois, donc ça, vous devez en tenir compte. Après, on a les principes généraux de droit, qui sont pas des règles écrites, mais qui sont des principes qu'on applique toujours et pour lesquels il faudra toujours réfléchir lorsque vous décidez de prendre un règlement. Ensuite, donc juste en dessous, nous avons les arrêtés, autant les arrêtés royaux, ministériels et communaux, et également les règlements communaux. Alors ici, il me semble important de juste préciser peut-être ce qu'on entendait par règlement communal. Donc le règlement communal, ça va être une décision qui est générale et abstraite. Ça veut dire qu'elle va s'appliquer à une situation, qu'elle soit actuelle ou future. Et si on estime qu'elle s'applique dans tel et tel critère, que la situation arrive maintenant ou dans 3 ans, ce sera le même règlement qui sera applicable. C'est par exemple un règlement taxe ou des règlements en matière de logement. C'est à ne pas confondre avec les actes administratifs individuels qui se trouvent juste en dessous dans la hiérarchie des normes et qui, du coup, sont des décisions qui vont avoir pour objectif de finalement régler une situation particulière. Ce sera par exemple une nomination ou un permis d'urbanisme, donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique, qui s'applique une seule fois et qui n'aura pas vocation à s'appliquer plus tard dans le temps. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est que lorsque vous adoptez des règlements ou des actes administratifs, il faut toujours aller voir les autres normes juridiques et vérifier que ce que vous souhaitez accepter comme règlement ou acte respecte bien les normes supérieures. Alors pour donner un exemple un peu concret et un peu absurde, la région, par exemple, dans le cadre du bien-être animal, elle a adopté une liste de tous les mammifères qu'on pouvait avoir chez soi à la maison. Donc là-dedans, on a évidemment les chiens, les chats. Finalement, c'est assez particulier, mais il y a des bouquetins, les cerfs. Donc on a toute une liste comme ça des animaux qu'on peut avoir chez soi. Estimons maintenant que vous avez un enfant qui a 7-8 ans, par exemple, et qui a son anniversaire qui arrive dans 2-3 mois, et qui se dit « Ah, mais moi, j'ai vraiment envie d'un petit lionceau, parce que j'ai vu ça dans un film, et ça me ferait vraiment des plaisirs. » Et donc, il se pose cette question, il vous demande, et vous dites « Bon, qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement, pour pouvoir faire plaisir à mon enfant et lui offrir un petit lionceau ?» Et vous vous dites « C'est bon, je vais aller prendre un règlement communal et dire à la liste que la région a prise, j'ajoute le lion. Comme ça, je pourrais offrir un lion à mon enfant, et puis ce sera bon. » Est-ce que vous pensez que ça, c'est possible? Non. Bien sûr. Alors, première chose, c'est pas possible parce que, oui, ça ne respecte pas une norme qui est supérieure, qui sera ici, du coup, une ordonnance. Mais alors, ça me permet aussi de faire un petit lien avec la troisième partie de cette soirée, parce que ça montre aussi qu'en tant qu'élus communaux, vous ne pouvez pas poursuivre un intérêt personnel. Alors, quand je parle d'intérêt personnel, c'est le vôtre ou celui d'un proche. Vous devez toujours essayer de poursuivre l'intérêt général. Et dans le cadre de cet exemple-ci, l'idée est vraiment juste de faire plaisir à votre enfant et ce n'est pas l'intérêt de tous les citoyens de votre commune. Donc, ce n'est pas ce qui est attendu de vous dans votre mandat. Mais voilà, pour avoir un petit exemple absurde, comme ça, on n'oubliera pas. Donc, on retient bien, quand vous prenez un acte et que vous décidez de prendre une décision, regardez toujours bien les règles qui se trouvent plus haut pour respecter cette hiérarchie des normes, en sachant que en fait, la personne finalement qui va venir contrôler ça, c'est donc le pouvoir judiciaire, donc le juge. J'en profite aussi, tant que je suis dans les trucs un peu juridiques, pour vous dire que s'il y a bien aussi une loi que vous devez retenir, c'est la nouvelle loi communale. C'est ça qui va vraiment vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la commune, les compétences, etc. Ça vaut la peine de la feuilleter, c'est pas la lire en entier, mais au moins la feuilleter de temps en temps.
Ça nous amène, du coup, vous voyez, on était reparti d'un peu l'état belge, l'état de droit et l'hiérarchie des normes, donc on était vraiment parti dans un truc très juridique, très théorique. Ça me permet de un peu me reconcentrer et repartir plutôt sur le niveau communal pour vous expliquer ce qu'on entend par autonomie communale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, on parle souvent de l'autonomie communale et que la commune agit en vertu de son autonomie communale, mais finalement c'est un terme qui est assez flou, assez difficile à prendre en main. C'est parce qu'en fait il n'y a aucune définition légale, il n'y a pas de liste des compétences de la commune, il n'y a rien qui est défini. Alors c'est avantageux parce que finalement ça permet d'avoir une interprétation très souple de ce concept, autant d'un point de vue organisationnel, mais aussi également pour pouvoir adapter le service en fonction de ce qui se passe dans la réalité de terrain et le service que vous voulez, vous, en tant qu'élu, offrir aux citoyens. C'est ça, par exemple, qui a permis, pendant le Covid, finalement de prendre des règles très rapidement, d'avoir le port du masque obligatoire, de créer des sens sur les trottoirs différents, etc. Donc c'est via cette autonomie, via en fait cette notion très souple, qu'on peut aller un petit peu partout et qu'il n'y a juste pas moyen de la définir et de la cadenasser. Tout ça toujours dans l'intérêt communal. Alors l'intérêt communal, c'est aussi un concept qui est assez difficile à définir finalement, puisque c'est en lien avec l'autonomie communale. Donc je vais me permettre à nouveau de reprendre un petit peu hauteur, de repartir d'un peu plus haut pour réexpliquer ce concept. Donc, pour rappel, la commune, elle a deux grandes missions. En fait, deux grandes fonctions, si vous voulez. Le premier, c'est le fait d'agir en tant que pouvoir subordonné. Donc ça veut dire qu'en fait, elle va exécuter les décisions qui seront prises par d'autres niveaux de pouvoir, que ce soit le fédéral, la région, etc. La région, pardon. Par exemple, lorsqu'elle va tenir les registres d'état civil, lorsqu'elle va organiser des élections, lorsqu'elle va créer et cofinancer le CPS, tout ça, ce sont des missions qui ont été octroyées à la commune parce qu'elle est le pouvoir le plus proche du citoyen. Et donc finalement, c'est le pouvoir qui est le plus à même à remplir ses missions. Mais la décision, c'est pas elle qui la prend, c'est le pouvoir plus haut. Et donc c'est lui qui va expliquer comment il faut faire et puis la commune exécute. À côté de cela, la commune, elle a son autonomie communale qu'elle doit interpréter et donc exercer dans le cadre de cet intérêt communal, dans le but de prendre des initiatives et de rendre le meilleur service aux citoyens. Dans ce cadre-là, pour donner un petit peu d'exemple, vous pouvez par exemple avoir des nouvelles pistes cyclables, créer un terrain de basket s'il y a un endroit où il y a beaucoup de jeunes qui se réunissent, avoir des subventionnements pour des projets citoyens, etc. Donc tout ça, c'est des choses que la commune peut faire dans le cadre de son autonomie. Bon, il faut se rendre compte que cette autonomie, évidemment, elle n'est pas complètement libre, elle est un petit peu cadrée. Et donc, il y a différentes balises qui vont venir encadrer cette autonomie. Le premier, c'est le principe de territorialité. Le fait est que quand vous prenez une décision, la décision ne va pas s'appliquer à l'ensemble de la région bruxelloise. Ça va être limité au territoire de la commune. Donc si je prends par exemple une décision en disant à partir de maintenant, on reprend le port du masque par exemple, on oblige le port du masque partout, vous pourrez le mettre uniquement sur le territoire de votre commune et pas sur les deux communes à côté parce que finalement c'est à côté et que on se dit que ça pourrait être intéressant aussi. Donc, ce sera vraiment limité au territoire de la commune dans laquelle vous êtes élu. La deuxième balise, c'est l'état de droit et la hiérarchie des normes. Donc ce qu'on vient de voir, le fait de respecter les règles que vous adoptez vous, parce que vous êtes tenu aux règles qui sont adoptées et toutes les règles de droit finalement, mais également tenu à toutes les règles et toutes les normes qui se trouvent plus haut dans la hiérarchie des normes. Enfin, on a les principes de bonne administration, donc c'est par exemple le principe de fair play, le principe de minutie et de prudence. Il faudra prendre tout ça en compte lorsque vous prendrez des règlements ou des actes individuels. Et enfin, on a la tutelle. Et pour ça, je laisse la parole à Madame Annick Petit, qui est la secrétaire de la commune d'Etterbeek et qui va vous expliquer tous les contours de la tutelle et de ce travail. Merci encore beaucoup pour votre présence aujourd'hui.